Cet atelier consacré à la composition des fonds d'images se divise naturellement en deux parties, les fonds intérieurs, les fonds extérieurs. Dans tous les cas, le fond est, au moins en principe, le support du sujet et du premier plan. Mieux, il est au service du sujet. N'oublions pas que sur certaines productions, ce sont les fonds qui coûtent le plus cher, et les exemples ne manquent pas. Les fonds intérieurs peuvent être choisis dans des lieux déjà existants, châteaux, appartements. Sinon, ils peuvent être intégralement construits en studio. Ce sera l'objet de l'atelier consacré au décor. Ces trois images en intérieur sont fort différentes, à raison de leur sujet, mais surtout de leur fond. Observez combien le fond contribue à l'ambiance. Misérabiliste, fantastique, égyptienne. Au moment de composer leur image, et cela dès le storyboard, le réalisateur, le chef opérateur et le décorateur doivent s'accorder sur les 4 questions suivantes. 1. Le fond est-il plat ou en profondeur? 2. Le fond est-il simple ou compliqué? 3. Le fond sera-t-il flou ou net? 4. Le fond sera-t-il sombre ou clair? Les fonds intérieurs sont parfois plats ou en biais, mais le plus souvent ils sont conçus pour donner une impression de profondeur. Commençons par les fonds plats unis ou presque unis, et d'abord le fond noir, beaucoup plus courant qu'on ne croit, surtout parce que c'est le moins onéreux. Il y a aussi les fonds de couleur, à peine plus chers. Passons au fond plat, simple mais texturé, constitué de pierre, de bois, de tissu, d'eau, de végétal, etc., sans oublier les fonds unis avec motifs. Un mot des fonds en biais ou en perspective plus ou moins prononcée. Observons qu'il peut être frustrant pour le spectateur de ne pas apercevoir le point de fuite d'une diagonale. Les fonds intérieurs en profondeur sont très fréquents et ils sont de deux types. La pièce à coin rentrant et le couloir. L'un n'exclut pas nécessairement l'autre. Les pièces à coin rentrant s'inspirent presque toujours d'un même modèle. Le coin est décentré, un des murs au moins comporte une ouverture, fenêtre ou porte-fenêtre donnant sur l'extérieur, porte ouverte ou fermée donnant sur une autre pièce. Voici quelques exemples choisis entre des milliers. Ici, l'absence d'ouverture est une invitation à comprendre soit que la sortie se fait par le haut, soit qu'elle est symbolisée par l'envol des oiseaux. Vous observerez que souvent, mais pas toujours, le sujet masque le coin. Pourquoi? Peut-être parce que le coin est considéré comme inesthétique. Les couloirs, quant à eux, sont également très appréciés, surtout dans les grandes et belles maisons. Ingmar Bergman aime manifestement les fonds simples. On constate qu'un visage en gros plan est mis en valeur par un fond simple et uni, mais souvent, un flou ou une texture homogène suffit. Le fond simple est surtout caractérisé par sa couleur, mais sa nature peut aussi avoir une importance. Ainsi, une porte peut représenter une ouverture, un enfermement ou une protection. Donc, le fond, et ce qu'il représente symboliquement, peut être appelé à jouer un rôle, presque comme un accessoire ou un personnage,
Nous développerons cette idée plus loin en examinant les fonds complexes. On constate qu'un fond plat, même relativement simple, est souvent sectorisé de façon géométrique et régulière. Horizontale, verticale, les deux, avec des zones claires et des zones sombres. Derrière ces deux jeunes filles, la fenêtre nous offre une sectorisation serrée, essentiellement verticale. Ici, le fond est sectorisé verticalement et surtout horizontalement. Ce fond admet deux secteurs, un large secteur très sombre, un petit secteur très clair, la fenêtre dotée d'un store et le dossier d'un fauteuil. Le visage équilibre les clairs et les sombres en créant 4 secteurs alternés à peu près équivalents. Ici, le fond semble surtout sectorisé verticalement, mais un examen plus attentif montre que les horizontales sont prolongées par le sujet lui-même. Fond très simple, derrière un gros plan, néanmoins sectorisé. On peut pousser cette sectorisation très loin. Le store et son reflet sur le comptoir séparent manifestement l'image en deux. Une zone occupée par le public et une zone à droite où se trouve un homme seul, assis au comptoir. Ombre verticale des barreaux, rangée de briques en léger biais, c'est la jeune femme qui semble enfermée. Ici, le store et la fenêtre opèrent une sectorisation aussi élégante que le chemisier de la jeune femme. Mais un fond, même plat, peut être compliqué. La complexité d'un fond tient à la présence de certains éléments. Une ou plusieurs ouvertures, portes ou fenêtres ouvertes ou fermées. Une ou plusieurs sources lumineuses directes, c'est-à-dire visibles dans le champ. C'est très joli, il ne faut pas s'en priver, et nous verrons dans l'atelier numéro 15 qu'elles servent à justifier les éclairages hors champ. Des étagères et meubles portant des livres et des bibelots, des murs ornés de rideaux et de tableaux, etc. Contribue à cette complexité la multiplicité des couleurs, des formes et des reflets, ainsi que les plans intermédiaires qui donnent une impression de profondeur. Ici, le fond, quoique plat, est complexe sans être désordonné. Ce fond est conçu pour donner un sentiment de complexité technique extrême. 2001, fond plat, fond en perspective, sectorisation variée, tout y est pour désorienter le spectateur. Tous ces exemples nous font comprendre qu'un fond complexe ne doit pas être là par hasard. Il joue lui aussi un rôle, muet certes, mais très important. Quel rôle? Il peut en avoir plusieurs. 1. Il peut exposer un contexte illustrant le caractère du ou des personnages. Le fond peut être en accord avec le sujet, ici, la femme enfant avec ses livres et ses poupées. Cette image illustre un classique, la chambre d'adolescent. 2. Il peut contredire l'action du sujet, d'où un effet plaisant, sinon comique. Sous la pluie, devant une sobre librairie universitaire, un homme se conduit comme un gamin. 3. Il peut caractériser un lieu ou une ambiance. Ici, atmosphère enfumée d'une boîte de nuit. Voici 2 exemples très originaux de fond plat qui expliquent la situation du sujet. Le héros du Truman Show comprend qu'il vit dans un immense décor. Le petit professeur est noyé dans la complexité de son problème. 4. Dans certains cas, le fond peut conférer une profondeur à l'espace fermé. Le fond est plat, mais une ouverture permet au regard de plonger vers l'extérieur. Il est admis qu'un sujet net se détache mieux sur un fond flou ou légèrement flou. Avec un fond net, on risque bien sûr de distraire l'attention du spectateur. C'est donc une question de dosage. De toute façon, il est inutile de dépenser de l'argent et de l'énergie pour réaliser un fond que l'on verra mal. Les fonds sombres sont courants, on l'a déjà vu, et on sait pourquoi. Ici, nous avons l'exemple assez rare d'un sujet sombre sur un fond sombre. C'est un choix. En intérieur, les fonds clairs sont rares. Car un fond clair, uni, trop grand et trop éclairé, est une erreur que nous commettons tous.
faute de réflexion préalable. Il est aisé d'y porter remède en installant un rideau ou en scotchant une affiche appropriée. C'est peut-être pour cette raison qu'on voit tant de fonds sectorisés, comme s'il fallait impérativement habiller les murs, les faire vibrer, comme les impressionnistes, notamment Cézanne. Dans les deux images qui suivent, une question se pose. Avons-nous vraiment affaire à un fond sombre et plat? Et ici, avons-nous vraiment affaire à un fond clair et plat? Le mur, quoique plat, est transparent. Il ne compte pas. Le vrai fond est derrière la vitre et il est en profondeur. Mais ceci nous introduit déjà dans la seconde partie de cet atelier qui traite précisément des fonds extérieurs. Devant un projet de fond extérieur, les questions sont exactement les mêmes. Le fond est-il plat ou en profondeur? Le fond est-il simple ou compliqué? Le fond sera-t-il flou ou net? Le fond sera-t-il sombre ou clair? Comme les fonds intérieurs, les fonds extérieurs sont parfois plats, parfois en biais, mais le plus souvent ils sont choisis ou conçus pour donner une impression de profondeur. Dans nombre de cas, ce sont des murs. Mur végétal décorant une terrasse, mur à vocation archéologique, mur anecdotique que le temps délite, mur à caractère historique comme le mur de Berlin, mur sacré devant lequel on se recueille, mais aussi mur de ferme, mur de métro, mur médiéval en contre-plongée, devanture délabrée d'autrefois. Et vous, filmeriez-vous un mur de briques rigoureusement plat? Eh bien, certains ont osé. Les extérieurs peuvent offrir des fonds plats originaux, des rochers, derrière lesquels on s'abrite, en temps de guerre comme en temps de paix. Un écran de fumée blanche, un tronc d'arbre constituant un obstacle qu'il faut contourner. Les fonds extérieurs plats sont généralement simples, mais ils peuvent devenir compliqués. Ici, le fond sectorisé, verticalement et horizontalement, constitue un type particulier d'encadrement. L'encadrement en fond et non au premier plan. Le fond constitué de 4 secteurs, dont un vertical, est coupé en 7 secteurs par le visage. La même chose, en à peine plus compliqué, les 5 secteurs, dont 2 verticaux, sont coupés par le visage pour donner 10 secteurs en camailleux de bleu. Ce fond naturel bouché, et même infranchissable et complexe, c'est le propre de la nature. En milieu urbain, voici un exemple de fond extérieur complexe, car composé de 4 panneaux, 2 coins rentrants, un coin sortant, plus un escalier. Observez que le jeune homme cache une bonne partie de l'encoignure. Ici, une image à ce point compliquée qu'elle constitue à elle seule l'ensemble de la scène. Le fond devient sujet. Les fonds extérieurs, c'est l'un de leurs mérites, donnent naturellement l'impression de profondeur. Pour certains, aucun doute n'est permis. On peut multiplier les exemples à l'envi. Ce sont des plans d'ensemble souvent situés en début ou en fin de film. À l'extérieur, les fonds flous sont rares. Comme les scènes sont généralement éclairées par la lumière naturelle, le diaphragme peut être fermé, ce qui a pour effet d'augmenter la profondeur de champ de l'objectif. De fait, les fonds extérieurs nets sont faciles à obtenir. Observons que la mode du bokeh semble toucher surtout la photographie. Rares sont les réalisateurs et chefs opérateurs qui prétendent s'en faire une spécialité. Ce qui est essentiel, c'est que le réalisateur puisse choisir de placer ses sujets sur un fond net ou flou comme il le désire. Encore une fois, cela se décide au moment de l'élaboration du storyboard et peut éviter bien des tracas au décorateur et à l'accessoiriste. Toutefois, il faut tenir compte d'une pratique relativement nouvelle, celle du brouillard, qui matérialise les rayons lumineux et modifie considérablement l'ambiance. Ce n'est pas exactement du flou, mais ça y ressemble. Un fond extérieur peut être sombre ou clair. Sombre. Plus encore qu'en intérieur,
La nuit est propice aux fonds sombres. Toutefois, il faut bien admettre que les films noirs des années 50, à l'instar des vampires, réclamaient des ombres profondes. Aujourd'hui encore, le goût des lumières contrastées, la sensibilité croissante des caméras guident les goûts des réalisateurs vers des ambiances sombres. Pas facile de trouver un fond clair dans les films post-apocalyptiques. Clair. Les ambiances claires existent néanmoins, notamment en plein soleil, à la campagne, à la neige, dans les documentaires consacrés à l'Afrique, etc. Cet atelier ne peut s'achever sans que nous ne parlions du ciel et de la terre. Qu'est-ce dire? Nous pensons qu'un fond est nécessairement vertical. C'est inexact. Si nous levons les yeux, c'est le ciel qui devient le fond. Si nous regardons d'en haut, d'un balcon par exemple, c'est le sol qui devient le fond. Nous développerons ce point dans l'atelier numéro 17, consacré aux positions de la caméra.